Hey! Hi, everybody! Hi, Dr. Nick! J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ici, on était bien content que la neige ait fondu. Puis j'ai même eu l'occasion, après un bon 30-40 minutes de pelletage, j'étais capable de me faire de la place pour monter le trampoline des enfants. Tout le monde a eu bien du plaisir. Puis après ça, il a comme neigé pendant 2 jours. Là, actuellement, on est un peu dépresse. C'est pas grave, ça sent bien. Cette semaine, on va parler de l'accouchement. J'ai quelque chose de particulier. Cette semaine, je vais avoir une invitée spéciale qui va commencer à raconter ses expériences d'accouchement. C'est ma femme. Mais avant, on va se remettre un peu dans le contexte. La femme va être considérée comme enceinte dès que le spermatozoïde va rentrer dans l'ovule. Ce qu'on appelle la fécondation. À ce moment-là, on va appeler ça un zygote. Le zygote va se déplacer de la trompe de Fallope pour se rendre jusque dans l'endomètre de l'utérus afin de se faire un nid là-bas. Dès que le zygote est fixé dans l'endomètre, il change de nom, on appelle ça un embryon. Dès qu'il commence à se fixer dans l'endomètre, l'embryon va continuer à se développer et il va avoir la croissance des organes essentiels chez l'être humain qui va commencer. Il n'y a pas juste l'embryon qui va se développer, il va avoir aussi le placenta. Une fois que le placenta est en état de fonctionner, l'embryon devient le fœtus. Fait que là, à partir de ce moment-là, le fœtus va se nourrir directement dans le sang de la mère, puis il va se développer, puis il va devenir un beau ballonné, comme on dit. Après 40 semaines de grossesse, le fœtus est prêt à sortir et la femme est vraiment prête que le fœtus sorte au plus vite. Le fœtus est complètement formé à partir de la 36e semaine. Après, de 36 à 40, le fœtus fait juste prendre du poids. Je suis devenu un homme mûr et obèse! On considère un accouchement prématuré un accouchement qui se fait avant la 35e semaine. Et qu'est-ce qui va causer des accouchements prématurés? C'est des infections urinaires du col de l'utérus et du vagin, des malformations au niveau de l'utérus ou du col de l'utérus, des problèmes avec le placenta, des jumeaux ou plus que des jumeaux, et même les infections comme la grippe, ça peut causer des accouchements prématurés. Pensez-vous, monsieur, que le coronavirus peut faire des accouchements prématurés? Si la grippe fait des accouchements prématurés, je présume que le COVID fait des accouchements prématurés. Si on est dans un cas d'accouchement prématuré, les organes qui ne sont pas terminés vont continuer à se développer, à croître, mais à une vitesse plus lente. Comme les organes ne sont pas efficaces à 100%, nos petits trésors sont placés dans un service spécial à l'hôpital qu'on appelle la néonatalité. On va les placer dans des couveuses, un endroit qui est très chaud, à la même température que le corps de la mère, qui va simuler dans le fond un utérus artificiel. Vous me plombiez? Si le bébé est en détresse, on a différents outils comme des respirateurs et des sondes pour l'aider à se nourrir puis à respirer. Les bébés prématurés sont toujours sous haute surveillance jusqu'à temps que leur système soit capable d'être complètement autonome. Est-ce qu'on essaye d'être efficace? Le bioffice qui m'a fait. Mais là aujourd'hui, tout va bien. Le COVID est vaincu, les écoles sont ouvertes, les enfants jouent dehors, il y a des petits anges tout nus partout et la maman est prête d'accoucher d'un beau bébé en santé à sa 40e semaine de grossesse. Est-ce que tu vas nous dessiner un accouchement? Là, t'as un petit beau poupée. Il existe 3 phases à l'accouchement. L'accouchement, c'est-à-dire le processus durant lequel le fœtus est expulsé de l'utérus de maman. On appelle encore ça un fœtus? Parce qu'il est encore dans l'utérus de maman. Afin de pouvoir sortir, le bébé doit passer dans le col de l'utérus. Le problème, c'est le col de l'utérus, à ce moment-là, est fermé puis il est très très dur. Les hormones de la mère vont commencer à déclencher ce qu'on appelle les contractions musculaires. Excuse-moi, c'est parce qu'il faut que j'enlève mon chandail, j'ai chaud. Turn around. Non, je mettrai clairement pas ça dans la vidéo. Oui. Désolé Nicolas Dufusseau. Ces contractions-là vont pousser le fœtus vers le col de l'utérus. Je viens de remarquer que sur le t-shirt des éditeurs en feu, c'est des mains de Simpson. Ben, c'est des mains à 4 doigts. Comme la majorité des bonhommes dessinés. Pas la majorité. La grande majorité. Amateurs, vous avez peut-être remarqué que beaucoup de personnages de vos dessins animés préférés n'ont que 4 doigts. Dans certains cas, comme dans les Super Nana, ils n'ont même pas de doigts du tout. Ce nombre de doigts n'est pas une erreur ou l'oubli d'un dessinateur étourdi, mais bien une volonté de la marque qui se justifie par plusieurs raisons. D'après Walt Disney lui-même, il avait commencé à dessiner Mickey Mouse avec 4 doigts, car il trouvait que cela faisait plus artistique. Autre raison, encore plus importante que l'esthétique, ces dessins ont été réalisés pour des raisons économiques. Effectivement, quand les dessins animés étaient faits manuellement, cela permettait d'économiser du temps de travail et par conséquent l'argent des studios. Un doigt de moins, cela paraît dérisoire. Seulement dans les cas où le court-métrage animé était réalisé sur la base de dessin, le supprimer pouvait faire économiser plus d'1 mois de travail.
Actuellement, certains dessinateurs continuent à faire cela, mais seulement par pure tradition. Pendant la grossesse, il y a ce qu'on appelle les fausses contractions. Ces fausses contractions-là sont des contractions qui ne sont pas régulières. Ça veut pas dire qu'ils font pas mal. J'ai fait du faux travail comme, mettons, 24 heures avant de commencer le vrai travail. C'était comme vraiment désagréable parce que c'était pas des vraies contractions, c'était pas à m'en mourir, là. Mais c'était assez pour m'empêcher de dormir. Fait que quand mon vrai travail a commencé, j'étais fatiguée. Puis je pense que c'est pour ça que souvent, il y en a qui veulent accoucher sans épidural, mais finalement ils prennent l'épidural, puis là ils sont déçus, mais c'est que des fois ça peut tellement être long, le faux travail accumulé au vrai travail jusqu'à l'accouchement, ça peut durer comme 24 heures. Là. Ben, tout ça fait que t'es épuisé, déjà dans la vie, si tu dors pas pendant 24 heures, t'es fatigué, fait que je pense que ça peut faire partie des facteurs blabla. Les vraies contractions, eux autres, sont régulières, genre à toutes les 40 minutes. Puis des contractions, ça fait mal. Une contraction, ça fait plus mal qu'une migraine, mais en fait, c'est comme inexplicable. Ça fait mal à un point que c'est inexplicable, mais en même temps, c'est une des choses les plus intenses à vivre. C'est comme, j'avais entendu Nico dire, une contraction, c'est comme se faire prendre les testicules d'une main ferme. Non, impossible. C'est inexplicable. Puis ça, à tous les 40 minutes. C'est pas super si tu essaies de dormir. Hein? Puis ce qui est pas cool là-dedans, c'est que plus le temps va passer, plus les contractions vont être de plus en plus rapprochées dans le temps, ils vont être de plus en plus longues, puis en plus, de plus en plus intenses. Yeah! Quand je parle de plus en plus rapprochés, je veux dire qu'à un moment donné, ils vont devenir aux 35 minutes, après ça aux 30 minutes, aux 25 minutes. En passant, une contraction va durer entre 10 et 30 secondes de solide douleur. Le but des contractions, c'est pas juste de faire souffrir la maman. Il y a quand même un objectif à tout ça. À chaque contraction, la tête du fœtus va venir pousser sur le col de l'utérus et ça va le rendre de plus en plus mou et ultimement, ça va l'ouvrir. Mais on va se le dire, c'est long. C'est long en chien. Genre de 6 à 12 heures de souffrance de contraction. À mon premier bébé puis mon troisième bébé, mes contractions étaient dans le dos. Ça fait mal dans le dos. Mon deuxième bébé, mes contractions étaient par en avant. Puis tu vois, là, j'ai réussi à faire un accouchement naturel puis j'étais vraiment contente parce que j'avais le goût de le vivre. Mais tu sais, ça aurait pas été grave que ça soit pas naturel. Là. La science est là pour nous aider. J'ai trouvé que des contractions par en avant faisaient moins mal que celles par le dos. Mon deuxième bébé, les contractions étaient en avant, donc c'était plus facile de gérer la douleur aussi parce que le père, il peut te faire des points là, pour t'aider, te peser dans le dos, tout ça. Puis quand tes contractions sont dans le dos, c'est comme tu sais plus par où prendre la douleur. Tandis que quand tes contractions sont en avant, c'est plus ça qu'on t'a expliqué, c'est à ça que tu as été préparé. Le père a des points pour t'aider, puis tu sais, toi, tu te penches par en avant, puis lui, il te fait les points dans le dos, puis tu sais, tout va comme dans les livres. Puis là, plus le temps passe, plus la femme est fatiguée, plus ça souffre. Puis elle commence à se faire à l'idée que dans pas très longtemps, il va avoir une tête puis des épaules qui vont y passer à travers le bassin puis à travers le vagin. Il y a deux termes qu'on entend lorsque le médecin va ausculter la maman badass. C'est l'effacement et la dilatation. L'effacement, c'est lorsque le col de l'utérus va devenir petit à petit de plus en plus mince. Puis la dilatation, c'est la longueur de l'ouverture du col de l'utérus. On se rend à 10 cm, soit la largeur d'une main d'un adulte. Ouch! Là, ça tombe dans le mode vraiment intense. Le passage est ouvert, le bébé est bien placé, les contractions sont à peu près aux 2 minutes puis durent chacune 1 minute. Puis là, c'est là que ça se passe. 1 minute de souffrance atroce. Ça, c'est les scènes dans les films où les femmes sont comme avec les jambes bien écartées puis doivent commencer à compter leur respiration et pousser au bon moment quand les médecins leur demandent de pousser. C'est beaucoup plus difficile dans la réalité. À ce moment-là, la tête va passer dans le col de l'utérus, passer à travers le vagin, ultimement va sortir, puis après ça aussi, il va y avoir les épaules qui vont suivre le même chemin. Je suis vraiment contente d'être une femme parce que j'ai vécu un accouchement, pas parce que genre oh yeah j'ai fait un accouchement, plus parce que oh mon dieu c'était le plus beau moment de ma vie puis je revivrais ça tous les jours de ma vie, c'est magnifique. Par contre, après mon premier bébé, je me souviens m'être dit j'en veux plus. Ça je m'en rappelle de m'être dit ça, mais tu sais ça a duré une journée. Le lendemain c'était tout oublié puis j'étais prête, mais comme mon deuxième bébé ça a tellement été un bel accouchement. Oh, c'est le plus bel accouchement que j'ai eu. Ben, déjà, je l'ai eu naturellement, fait que j'étais comme vraiment dedans. En même temps, ça pousse. Je me souviens que je criais « Ça pousse! » En tout cas, c'était intense. Parce que l'affaire, c'est que c'est douloureux, mais c'est surtout que ça pousse. Puis ça veut sortir. C'est intense. C'est vraiment un moment magnifique, là.
Moi, j'ai détesté mes grossesses, mais j'ai adoré mes accouchements. Mais je sais que c'est parce que moi, j'ai été chanceuse d'avoir des accouchements qui se sont bien passés, pas très longtemps. Là. Mon premier accouchement, ça a duré 6 heures, là, si je compte pas le faux travail. Fait que je suis vraiment chanceuse, ça je le sais. Puis moi, mes 3 accouchements étaient super différents les uns des autres. Fait que c'est dire comment que tous les accouchements sont différents, point. Puis dans les films, le papa essaie de soutenir moralement la maman, essaie de lui masser le dos, essaie de lui tenir la main. Il a l'air impuissant, puis il a l'air vraiment plus d'un idiot que d'autres choses. Ça ressemble vraiment plus à la réalité. Mais contrairement à tout ce que Nicolas a dit dans son cours, là, pas vrai que le père est inutile, le père est extrêmement important. Moi, j'ai accompagné quelqu'un à la naissance, je me suis sentie vraiment inutile. Je comprends le désarroi des pères ou des mères qui accouchent pas, là, des parents des bébés qui portent pas le bébé. Je le comprends, le désarroi, parce qu'on se sent extrêmement inutile, puis on sent qu'on peut rien faire pour aider l'autre. Mais du point de vue de la personne qui accouche, ton accompagnateur, le père ou la mère, c'était 2 mères, excusez. C'est tellement important d'avoir quelqu'un qui te soutient, là, parce que tu traverses comme un moment tellement intense. Cette phase-là peut durer à peu près de 30 minutes, même jusqu'à 3 heures. Mais je pense que la clé du succès pour être bien dans son accouchement, c'est de pas trop se préparer mentalement, de pas se faire un plan parfait de blablabla, parce que c'est incontrôlable. Puis on a le contrôle dans tout ce qui se passe dans la société, sauf avec le coronavirus. Mais on contrôle tout ce qui se passe autour de nous. On gère tout. Mais ça, tu peux pas le décider, puis tu peux pas le contrôler, puis c'est difficile de lâcher prise. Mais si tu t'es préparé mentalement avant à te dire que je vais lâcher prise, si j'ai à prendre l'épidural, je le prendrai. L'anesthésie épidurale sert à soulager la douleur pendant et après une chirurgie. On injecte un anesthésique local dans le dos, près de la colonne vertébrale, dans ce qu'on appelle l'espace épidural. Sentir, c'est une toute petite ponction, ça devrait pas être trop désagréable, ça picote et ça chauffe un tout petit peu. Voilà, c'est fait. Je vais juste attendre quelques secondes que l'anesthésie locale prenne bien. Alors, vous allez sentir un appui maintenant dans votre dos. C'est normal de sentir l'appui, c'est normal de sentir la pression. Je suis en train de chercher l'espace péridural. L'anesthésiste procède au repérage de l'espace péridural. L'anesthésie rachipéridurale consiste à administrer une première dose d'anesthésique locale directement dans le liquide céphalorachidien, comme pour une ponction lombaire. Si je ne suis pas capable d'allaiter, je n'allaite pas, tu sais, de pas te mettre trop, faut que j'allaite, faut que ça soit naturel, puis faut que ça prenne 5 heures. Là, ça peut devenir vraiment très, très stressant comme moment, fait que c'est difficile de gérer ta douleur parce que c'est tellement stressant. Puis en plus, si ça ne fonctionne pas comme tu te l'étais mis, tu vis un énorme échec. Puis c'est là que tu peux avoir des grosses déprimes parce qu'en plus des hormones, tu sais, qu'il y a des grosses chutes d'hormones, ben là en plus tu vis un échec, puis là t'es une mauvaise mère, puis là, tu sais, ça peut débouler rapidement. Fait que c'est ça. C'est mon conseil de lâcher prise. C'est rough. La tête est passée, puis une fois que les épaules sont sorties, le reste sort excessivement rapidement. C'est très, très impressionnant. Une fois que le fœtus est sorti, on appelle ça un bébé. On va s'assurer que ses voies respiratoires sont bien libres. C'est là que les inhalothérapeutes interviennent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les inhalothérapeutes sont des professionnels de la santé, hautement qualifiés, qui ont une expertise médicale spécialisée servant à l'évaluation, le traitement et le maintien de la fonction cardio-pulmonaire, c'est-à-dire du cœur et des poumons. Nous sommes appelés à travailler avec des patients de tous âges, mais dont l'état pulmonaire est soit déficiente, instable et parfois critique. Puis, si le bébé n'est pas capable de respirer par lui-même, on va lui frotter le dos, un peu pour le choquer, pour le stimuler à respirer par lui-même. Tu sais, dans les films, c'est là aussi que je donne des tapes, c'est triste. Bienvenue dans la réalité, dude pis dudettes, faut que tu pleures. À ce moment-là, le papa, le vrai héros de cette journée-là, va prendre une grosse paire de ciseaux et va couper le cordon ombilical en disant qu'il y a une chance qu'il était là. En passant, moi, quand ça m'est arrivé, ça m'a donné l'impression comme si je coupais quelque chose de croustillant, un peu comme genre des oreilles ou un nez, comme du gros cartilage. C'est assez réel, c'est impressionnant. Donc, on va un petit peu nettoyer le bébé. On va commencer le pot à pot. On va féliciter maman. Donc, lorsque je parle de pot à pot, c'est qu'on va placer le bébé sur le ventre de la mère et le bébé, par lui-même, va pousser avec ses petites mains, ses petites jambes
Il va monter jusqu'à un des 5 de sa maman et va commencer à téter tout seul naturellement. C'est vraiment un beau moment. C'est là où c'est que le fun commence. Quand ils sortent puis là ils le mettent tout de suite sur ta bédaine. Là. Ben tu sais, ils mettent un petit puis là ils te le mettent là, puis là, le bébé il est là. Tellement des beaux moments. Moi j'aimerais ça accoucher. Vraiment ça va. C'est sûr qu'en ce moment avec le confinement, je me dis que peut-être que 3 c'est assez. Mais quand la vie va reprendre son cours, peut-être en aurons-nous un autre. Vasectomie! Un père, c'est facile à trouver. Le premier liquide qui va sortir lors du premier allaitement de la maman, c'est ce qu'on appelle le colostrum. C'est un genre de lait jaune-orangé avec vraiment une grande quantité de vitamines, de minéraux et d'anticorps qui va dans le fond protéger le bébé de façon vraiment très très efficace. Pendant ce temps-là, ça continue à brasser dans l'utérus de maman. C'est pas mal plus chill, mais c'est pas terrible. Dans les 30 minutes qui suivent l'accouchement, il va y avoir une petite contraction qui est beaucoup moins douloureuse que les autres, qui va dans le fond faire sortir le placenta de l'utérus de la maman. En fait, c'est le placenta et le reste du cordon ombilical qui va sortir de l'utérus. Puis là, on s'assure qu'il ne reste rien au niveau de l'utérus. On ne voudrait pas laisser des déchets dans le corps de maman. Là, c'est le moment cute. Les parents vont s'occuper de leur petit micro-bébé. On va prendre des photos, on va appeler les grands-parents pour leur dire tout s'est passé. Puis pendant qu'on chouchoute le bébé, ben maman, pendant ce temps-là, telle badass, va se faire recoudre le vagin parce que bien sûr, il y a quand même une tête et des épaules qui ont passé par là. Donc ça arrive très 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 souvent qu'ils ont besoin de faire des points parce que le vagin est déchiré. À Rupert, là, c'était vraiment nice. À Rupert, c'était vraiment intense. C'est comme, je me suis mis à vomir. Puis là, le docteur, l'infirmière, puis Nico, c'était comme là, vite une bassine. Mais moi, c'était mon 3e accouchement, fait que c'était comme, pas que mon vagin est lousse, là, c'est pas ça du tout, mais le chemin se faisait plus facilement. Fait que là, moi, je vomissais, puis je sais pas si vous avez déjà vomi. Avez-vous déjà vomi, vous, à la télé? Le public, chez vous? Quand tu vomis, tu forces. Fait que dans le fond, mon bébé commençait à sortir. Puis là, moi, je le sentais, mais tu sais, on n'était pas en train d'accoucher, on n'était pas prêt à ça. Il y avait encore la couverte, puis tout. Là, j'écartais mes jambes parce que, ben, il y avait une tête qui voulait passer. Fait que là, j'ai tapé sur l'épaule du médecin, puis là, j'ai pointé mon entrejambe. Puis là, elle a ouvert la couverte, puis elle a dit « Oh mon Dieu! Le bébé, il sort! » C'était vraiment excitant. C'était comme dans un film. Merci, Dr. Claudine. Mon 2e accouchement, qui était un accouchement naturel, donc qui faisait un petit peu beaucoup plus mal, extrêmement plus mal. Nicolas mettait sa main qui était chaude, dans le fond, sur ma vulve. Puis ça m'aidait à tolérer la douleur. Tu sais, c'était comme avoir une débarbouillette d'eau chaude, mettons. Fait que oui, j'avais une utilité. Mais à un moment donné, avec tout ce qui se passait, ma main s'est ramassée plein de sang et de liquide amniotique et plein d'autres choses. Puis là, Nicolas l'a dommé. Fait que le médecin me tasse. Plein d'autres choses comme quoi? Puis là, ben le médecin, il faut qu'il aille voir. Fait que j'enlève ma main. Et là, ben, je suis à côté. Puis là, bien sûr, ma main est vraiment comme quand même assez trempe. Fait que j'y ai pas pensé. C'était vraiment comme un réflexe. Oh, ma main est sale, je vais aller la laver. Il est allé se laver les mains parce que Poti, il y avait un petit peu de sang sur les mains. Fait que là, il revient. C'est quand je suis revenu puis Kimi a dit « Mets ta main » que je me suis rendu compte de mon erreur. Je me suis rarement senti comme un idiot comme ça. Et aussi, je me suis rarement fait sacrer après. Puis il remet sa main toute frette parce que lui, il fallait qu'il aille se laver les mains. C'est comme « Non, je l'aurais tué là. T'as une chose à faire. » C'est une blague. C'est à cause que quand t'es dedans, c'est difficile de contrôler tous les sacs, comment t'as le goût de tuer tout le monde. Il faut quand même rester respectueux avec les infirmières puis les médecins qui font vraiment un travail de fou. Ben, les maris sont là pour ça, hein. Sont là pour prendre la main. La seule chose que je pouvais dire, c'est « Je suis désolé, je m'excuse, je vais juste faire ça. Gros cave. » Non, hey, it's a wrap. Au prochain cours, on va sûrement parler du TSS ou de moyens de contraception ou du développement du bébé, de l'enfance et de l'adolescence. J'ai pas encore décidé, de toute façon on sait pas encore si on va se revoir la semaine prochaine, on va avoir des nouvelles de tout ça, sûrement lundi ou mardi. Fait que on va voir. À bientôt tout le monde, merci!